Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 12 janvier 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez une belle semaine. Cette semaine, il se passe plein de choses. C'est le CES, le fameuse exposition électronique CES 2024. Et malheureusement, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qui déboulent dans cet événement que je peux pas tout couvrir. Mais soyez certains que s'il y a des choses que je vois passer importantes, en tout cas, selon moi, je vais en discuter. Mais si jamais vous voulez, disons que vous voulez plus écouter mon émission, hein? Ça vous dit plus d'écouter le rendez-vous tech. Tu sais, le gars, il n'est pas un bon vendeur. Non, mais moi, ce que je me sers pour, si vous voulez parcourir, vous avez du temps, vous voulez parcourir plusieurs actualités technologiques. Oui, il y a les réseaux sociaux, mais moi, j'essaie de me détacher le plus possible de ça. Les fameux fils RSS, les bons vieux fils RSS qui fonctionnent très bien. Moi, j'utilise l'application Feedly. F-E-E-D-L-Y. Feedly.com. Et il y a les versions payantes. Moi, j'utilise la version gratuite. Et avec ça, vous pouvez vous abonner, vous créez une catégorie, vous abonner à des fils RSS qui sont là. Vous pouvez même en rajouter si vous en avez sous la main. Et puis, j'ai comme créé un genre de catégorie pour le rendez-vous tech. Et puis, je mets, exemple, je sais pas moi, Apple Insider, The Verge, Journal du Geek, en tout cas, bref, tous les endroits où il y a des bonnes informations technologiques, eh bien, vous pouvez les voir et les naviguer. Puis, au fur et à mesure, ils vont être marqués comme lus. Donc, vous allez savoir un matin, bref, je fais pas trop de publicité pour mon émission, mais non, mais je fais des blagues. Si vous avez le temps, moi, mon émission, le but, c'est les gens qui n'ont pas le temps d'aller sur ces outils-là, d'aller sur le web, puis qui veulent se tenir au courant de ce qui se passe au niveau technologique. C'est ça le but de mon émission, dans le fond. J'invente rien, absolument rien. J'essaie simplement de vous rendre l'information directement entre vos deux oreilles. Hey, on commence tout de suite, parce que là, j'arrête pas de parler. Avec la première actualité. Bon épisode! La nouvelle stratégie de Microsoft pour contrer Google Chrome. Eh bien, Microsoft a une nouvelle idée pour inciter les utilisateurs de Google Chrome sur Android et iOS à adopter Edge, l'intelligence artificielle. Mon Dieu, quel nouveau mot. On n'entend jamais parler de ça. Grâce à son partenariat avec OpenAI, eh bien, la firme de Redmond a eu un accès total aux technologies développées par celui-ci. Alors, de ce fait, son assistant copilote permet d'utiliser gratuitement GPT-4 et DALL-E 3, des modèles qui ne sont accessibles que pour les utilisateurs payants sur l'application ChatGPT. Quand même. Évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser Microsoft Edge sur Windows, Android ou iOS pour accéder à Copilot. Cependant, le fait d'utiliser le navigateur Edge à la place de Chrome peut faciliter cette utilisation grâce à une intégration de Copilot directement sur l'interface d'Edge. Et pour que cela soit clair, Microsoft vient même de changer le nom de Microsoft Edge sur l'App Store et sur le Play Store. Mais désormais, le navigateur mobile de Microsoft s'appelle Microsoft Edge Navigateur IA. Évidemment, la page met aussi en avant le fait que ce navigateur mobile permet d'accéder à GPT-4 ainsi qu'à DALL-E 3 pour la génération d'images. Sinon, en plus de proposer Copilot sur Bing et sur son navigateur Edge, Microsoft a également lancé une application uniquement dédiée à cet assistant sur mobile. Aujourd'hui, Copilot et l'intelligence artificielle générative ont une place importante dans la stratégie de Microsoft. Cet assistant est tellement important que la firme de Redmond a décidé de modifier le clavier des PC sous Windows en y ajoutant une nouvelle touche dédiée à celui-ci. Un peu comme la touche Windows, il va y avoir une touche IA. La dernière fois qu'il y a eu un changement de cette importance, c'était lors de l'introduction de la touche Windows, effectivement, il y a 3 décennies. Cette nouvelle touche de clavier a été présentée par Microsoft cette semaine et les premiers PC adoptant le nouveau clavier seront présentés ce mois de janvier, puis commercialisés en février. En 2024, on devrait également voir arriver une vague d'ordinateurs optimisés pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, avec le remplacement des vieilles machines sous Windows 10, l'arrivée de ces PC IA fait partie des facteurs qui porteront la croissance des ventes d'ordinateurs en 2024. Microsoft Teams arrive en février sur Android Auto.
Bien, Microsoft annonce que sa plateforme Teams sera disponible en février 2024 sur Android Auto. Cela montre une certaine ouverture, sachant qu'Android Auto de Google, tout comme CarPlay chez Apple, se focalise surtout sur les applications de navigation et de médias. L'année dernière, Google a commencé à faire pression pour qu'il y ait plus d'applications pour les maisons intelligentes, plus d'applications météorologiques et d'autres catégories sur Android Auto. Il a notamment annoncé que Microsoft Teams arriverait sur la plateforme, mais sans donner de calendrier. Eh bien, Microsoft a depuis pris la parole et annonce que Teams sera disponible sur Android Auto dans le courant de février 2024. Cette annonce intervient donc 9 mois après l'officialisation de l'application pour la plateforme. Microsoft explique brièvement que l'application pourra passer et accepter des appels via Teams, sans préciser si elle intégrera les messages du service. Et les présentations aussi dans des réunions, je ne sais pas. Et je les cite. Teams sur Android Auto vous permet de rejoindre facilement des réunions à partir de l'affichage du calendrier, d'appeler rapidement vos contacts en numérotation rapide et de voir vos appels récents sur vos téléphones Android, indique la société. Bien, pour l'instant, aucune date précise n'a été fixée pour le déploiement, mais il est bon de voir que les choses sont toujours en cours. Notamment, Microsoft Teams propose une application CarPlay depuis 2021. Apple rembourse enfin les utilisateurs d'iPhone. L'autonomie de la batterie des iPhones d'Apple fait débat depuis toujours. Les consommateurs se plaignent régulièrement de la vitesse à laquelle celle-ci se décharge, même sur les modèles récents. La marque à la pomme pourrait proposer une batterie repensée pour l'iPhone 16 afin de contenter son public. Puis, hâte de voir ça. Apple a même débauché, il a débauché un ingénieur de Samsung pour travailler sur l'amélioration de l'autonomie. Malgré cette volonté d'aller de l'avant, l'entreprise est rattrapée par son passé. En raison d'une action collective datant de 2020, Apple commence à envoyer les premiers remboursements aux utilisateurs américains victimes du Battery Gate. En 2017, effectivement, il y a une action collective qui accusait Apple de réduire les performances maximales de certains modèles d'iPhone dotés de batteries anciennes pour inciter les consommateurs à acheter une nouvelle batterie ou un téléphone plus récent. De plus, le constructeur ne faisait pas du tout mention de cette manœuvre qui s'apparente à de l'obsolescence programmée. L'entreprise américaine avait alors accepté de rembourser les clients lésés à hauteur de 500 millions de dollars. Rien de moins. Les Américains qui possédaient un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus et ou iPhone SE, fonctionnant sous iOS 10.2.1 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017 sont concernés. Ceux qui ont eu un iPhone 7 ou 7 Plus fonctionnant sous iOS 11.2 ou une version ultérieure après cette date également, indique le site dédié. Eh bien, en décembre 2023, Apple a tout de même tenté un dernier recours devant la Cour d'appel du 9e circuit, mais sans succès. Dès le mois de janvier, la marque à la pomme doit donc rembourser les victimes et certains ont déjà reçu un paiement de la part du constructeur. Le dédommagement est de 92,17 $ américains par modèle d'iPhone possédé pendant la période correspondante. Rappelons que la réduction de performance pour les batteries usagées est toujours en vigueur sur iOS 17. En revanche, elle est maintenant entièrement détaillée et expliquée et surtout, les utilisateurs ont la possibilité de la désactiver. Siri pourrait bientôt parler comme un humain. Apple s'apprêterait à dévoiler une nouvelle version de Siri, son assistant vocal, qui serait capable de tenir des conversations naturelles et personnalisées avec les utilisateurs. Cette prouesse serait rendue possible par l'intelligence artificielle générative, une technologie qui permet de créer du contenu à partir de modèles linguistiques. C'est ce qu'affirme le leaker sud-coréen Zieux1122 sur son blog. Quel nom de Zieux!
YEUX, qui prétend avoir des sources internes chez Apple. Selon lui, la firme de Cupertino aurait investi $1 milliard dans le développement de son propre outil d'intelligence artificielle générative basé sur Ajax, qui serait comparable à ChatGPT, le célèbre chatbot d'OpenAI. Tout porte à croire qu'il s'agirait de Ferret, une intelligence artificielle qu'Apple développe depuis plusieurs mois. Apple aurait l'intention d'intégrer cette IA à Siri, mais aussi à d'autres services comme Apple News ou Apple Music. L'objectif serait de proposer aux utilisateurs d'un iPhone ou d'un Mac des expériences plus riches, variées et personnalisées en fonction de leurs préférences, de leur historique et de leur contexte. Le leaker annonce que la nouvelle version de Siri sera présentée lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple, la WWDC, en 2024, en juin normalement, et qu'elle sera disponible sur les modèles d'iPhone 16 et suivants. Il ajoute que Siri fonctionnera principalement en local sur l'iPhone sans avoir besoin de se connecter au cloud, ce qui garantirait une meilleure confidentialité des données. Il faut dire que Siri aurait bien besoin d'un coup de pouce, car il est souvent considéré comme inférieur à ses concurrents, comme Google Assistant ou Alexa. Si Apple parvient à lui donner une voix plus humaine et plus adaptée à chaque utilisateur, il pourrait regagner du terrain et fidéliser davantage ses clients. Apple AirDrop a été piraté. Oh là là! Oh là là, ça c'est pas drôle. C'est pas drôle. J'en ris, mais c'est pas drôle. Détenteur d'un iPhone, vous avez sûrement utilisé au moins une fois la fonction AirDrop, un système développé par Apple qui permet d'échanger des fichiers, des documents, des photos ou autres vidéos avec les appareils de la marque situés près de vous. Le Bluetooth se charge de repérer ces derniers, puis de vérifier s'ils sont compatibles et ouverts à la réception, tandis que le Wi-Fi s'occupe de la transmission des données à proprement parler. Tout le processus est anonyme. Lors de l'échange, la seule donnée visible est le nom de votre iPhone, qui peut être ce que vous voulez. La technologie n'est malheureusement pas exempte d'abus. Quelques cas de fausse alerte à la bombe dans un avion ont fait parler d'eux. L'envoi de contenu sensible, voire indésirable, est également de la partie, ce qui a d'ailleurs poussé Apple à instaurer un blocage préalable depuis iOS 17. Pour autant, l'anonymat garanti de AirDrop fait que la fonctionnalité est très utilisée par les activistes des pays dont le gouvernement contrôle l'usage d'Internet, limitant les possibilités d'échanger des informations. L'un d'eux aurait justement contourné le système. La Chine annonce avoir réussi à pirater AirDrop pour récupérer les informations personnelles de ses utilisateurs. Selon le bureau judiciaire de Pékin, le gouvernement aurait mis au point une méthode permettant de lire les logs journaux chiffrés des iPhones. Cela lui permet d'identifier les numéros de téléphone et adresses de courriel des expéditeurs de contenu via AirDrop. La police du pays aurait, grâce à ça, mis un nom sur plusieurs suspects, sans préciser de quoi ils sont accusés, ni si des arrestations ont déjà eu lieu. La méthode améliore l'efficacité et la précision de la résolution des cas et empêche la propagation de remarques inappropriées ainsi que de mauvaises influences potentielles, explique l'institution. Difficile d'ignorer la référence à une volonté de censurer encore plus les pensées allant à l'encontre du gouvernement chinois. En théorie, annoncer publiquement l'exploitation d'une faille de sécurité entraîne le déploiement d'un correctif pour la combler. Apple pourrait hésiter ici tout en gardant à l'esprit que les iPhones sont en passe d'être interdits dans le pays. Gmail, une fonctionnalité indispensable qui débarque sur Android après 16 ans. Cette fois, ça y est, les utilisateurs de Gmail sur Android vont enfin pouvoir utiliser cette fonction basique et pourtant absente de la messagerie mobile depuis sa sortie en 2008. Quand même, Gmail pour Android a presque 16 ans. L'application mobile de la célèbre messagerie est sortie en même temps que la première version du système d'exploitation de Google.
Exactement le 13 septembre 2008. Depuis ses débuts, le service s'est développé pour devenir quasi indispensable au quotidien. Selon les dernières estimations, 1,8 milliard de personnes utilisent Gmail activement. Sa version Android a été téléchargée plus de 10 milliards de fois sur le Play Store. Il faut dire qu'elle est très complète et les ajouts réguliers sont toujours intéressants. Que ce soit pour faciliter le désabonnement aux emails publicitaires, simplifier l'envoi des messages, voire carrément les écrire à notre place. Difficile de prendre Gmail en défaut. Pourtant, il manque sur l'application Android une fonctionnalité tellement de base qu'on se demande pourquoi elle n'a pas été implantée dès sa sortie. Si vous êtes du genre à laisser beaucoup de courriels dans vos dossiers avant de vous décider à les ranger ou les supprimer, vous savez de quoi nous voulons parler, la possibilité de sélectionner plusieurs messages d'un seul coup. Eh bien, en septembre 2023, une version bêta de Gmail sur Android proposait un bouton « Tout sélectionner ». Mais depuis, aucune nouvelle. Eh bien, réjouissez-vous! La fonctionnalité est en cours de déploiement chez tous les utilisateurs. En sélectionnant un courriel par un appui long dessus ou un appui simple sur l'icône de l'expéditeur, eh bien, une case « Tout sélectionner » apparaît en haut de la page. En la cochant, vous sélectionnez au maximum 50 messages. Si vous en avez plus, il faut descendre sur la page afin de les afficher et cocher de nouveau sur la case. L'option « Tout désélectionner » se fait sur l'ensemble, même au-delà des 50 messages. Si vous cochez à nouveau « Tout sélectionner » juste après, eh bien, ça englobera l'intégralité de ce qui a été désélectionné, les messages étant considérés comme chargés. Pas le plus pratique, mais après autant d'attentes, on ne va pas se plaindre. Dépassé par Maps, Waze et autres plans, TomTom stoppe la vente de ses GPS. Créé en 1991, TomTom est un éditeur de logiciels de planification d'itinéraires, mais c'est aussi et surtout un fabricant de systèmes de navigation GPS à installer dans les véhicules. La société néerlandaise s'est fait un nom au milieu des années 2000 avec le lancement du premier TomTom Go, un assistant de navigation portable destiné au grand public qui a connu un vif succès. Rapidement, TomTom se fait une place de choix dans le cœur de nombreux automobilistes et compte plus de 200 000 clients à travers plus d'une quinzaine de pays dès 2007. Au fil des années, toutefois, la popularité de TomTom va décroître, les boîtiers GPS étant progressivement remplacés par nos téléphones, lesquels embarquent Google Maps, Apple Plan et autres comme Waze. En juin 2022, TomTom annonçait la suppression de 500 postes, soit près de 10% de ses salariés. Selon Tom Guide, le groupe aurait pris la décision de stopper la vente de ses appareils GPS, d'abord aux États-Unis et au Canada. Face à une demande toujours plus faible, la firme va se charger d'écouler les stocks encore disponibles chez certains revendeurs. Mais les GPS ne seront plus proposés sur le site web officiel. Évidemment, les clients qui disposent d'un GPS comme moi, TomTom, pourront continuer à bénéficier du support technique ainsi que des précieuses mises à jour logicielles. Il y a quelques mois, TomTom lançait Indigo, une plateforme ouverte destinée, à l'époque en tout cas, à être intégrée par les constructeurs sur leurs nouveaux modèles. Difficile toutefois pour l'ex-leader de la navigation de concurrencer les applications gratuites très prisées des utilisateurs. TomTom Go Navigation nécessitant quant à lui un abonnement payant. À peu près 4 € jusqu'à 20 € par année. 4 € par mois, 20 € par année. Du côté des constructeurs automobiles, lorsqu'une solution maison n'est pas développée, on se tourne généralement vers les solutions proposées par Apple ou encore Google avec Android Auto. Meta va restreindre davantage l'accès des mineurs aux contenus sensibles. Bravo, M. Zuckerberg! Hein? On parle de vous, M. Zuckerberg? L'accès des utilisateurs... j'en reviens pas. Toujours en train de répéter les mêmes... L'accès des utilisateurs mineurs de Facebook et d'Instagram à des contenus évoquant des thèmes comme les troubles alimentaires, le suicide et l'automutilation seront à l'avenir drastiquement réduits, a annoncé Meta, la maison mère de ces deux réseaux sociaux, mardi 9 janvier. Les nouvelles règles prévoient désormais que les contenus de ce type seront automatiquement cachés dans la recherche comme dans les fils d'actualité.
Leur visibilité était déjà limitée pour les utilisateurs mineurs sur les deux plateformes, mais ils pouvaient tout de même apparaître dans leur fil. Par exemple, lorsqu'ils étaient partagés par une personne qu'un utilisateur mineur suivait. Les recherches sur des mots-clés liés à ces sujets redirigeront désormais automatiquement les internautes de moins de 18 ans sur des pages de prévention spécifiques. Des mesures similaires étaient déjà en place depuis plus d'1 an pour tous les comptes nouvellement créés par des adolescents, mais Meta va désormais appliquer les mêmes règles d'autorité à tous ses utilisateurs ayant moins de 18 ans. Les deux réseaux sociaux vont également envoyer des notifications régulières à tous leurs utilisateurs mineurs pour les inciter à vérifier leurs paramètres de vie privée, a annoncé l'entreprise. Il suffira de taper sur un bouton pour activer un mode protecteur limitant grandement l'accès au contenu ou l'interaction avec l'utilisateur, détaille Meta. Le groupe fait actuellement l'objet d'une enquête lancée par plusieurs dizaines de procureurs d'État américains, portant en particulier sur la manière dont elle a pu chercher à attirer des mineurs de moins de 13 ans sur ces plateformes et avoir eu recours à des méthodes déloyales pour rendre ses utilisateurs captifs. L'entreprise conteste ces 2 points. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Sur Threads, les utilisateurs noyés sous les posts, les publications haineuses. Depuis son lancement record à un moment idéal pour récupérer les réfugiés de Twitter, l'application Threads a connu un rapide retour à la réalité, perdant rapidement nombre de ses utilisateurs initiaux. Cela n'est probablement pas la seule raison. Il est certain que la modération fluctuante de la plateforme n'a pas dû aider. En effet, celle-ci est souvent intraitable sur certains sujets, comme sa maison mère Instagram, mais reste étonnamment laxiste avec les discours d'extrême droite. Alors que Meta a construit son succès et son modèle économique en grande partie sur les algorithmes de recommandation censés présenter aux utilisateurs des contenus qui les intéressent, Threads est notoirement à la ramasse sur ce sujet. Pas besoin de suivre des influenceurs d'extrême droite pour se voir suggérer des dizaines de publications ouvertement homophobes, racistes, transphobes ou encore anti-avortement, au point que des captures d'écran de tels messages sont tout simplement utilisés pour faire la promotion de Threads sur Instagram. Le problème s'est peut-être intensifié ces derniers mois, mais il est tout sauf récent. Une semaine après l'inauguration de l'application, plusieurs organisations de défense des droits civiques avaient écrit une lettre ouverte à Meta pour lui demander de prendre ses responsabilités et de cesser de faire la promotion de discours de rhétorique néo-nazie, de mensonges sur les élections et de désinformation sur la COVID-19. Si ces suggestions peuvent être liées à un défaut d'algorithme, elles pointent aussi clairement vers une modération au minimum imparfaite, car avant d'être mis avant, ces contenus doivent aussi passer le filtre de la modération. Et apparemment, ce ne sont pas le racisme ou l'islamophobie qui l'en empêcheront. Pourtant, une entreprise comme Meta sait que l'on ne peut pas tout simplement oublier la modération sur des plateformes qui regroupent des millions d'utilisateurs. Ces oublis sur la question lui ont valu de nombreux procès, dont 2 où l'entreprise est accusée de complicité de crimes contre l'humanité, quand même. D'ailleurs, Threads a appris de ses erreurs. Il serait faux de dire qu'aucun contenu n'y est modéré. Le contenu pro-Palestine, par exemple, il a vigoureusement été combattu depuis octobre dernier. Aujourd'hui encore, sa politique de contenu est la même que celle d'Instagram. Impitoyable quand l'on voit trop de peau féminine, beaucoup plus laxiste avec les discours de haine. Instagram pourtant interdit théoriquement les discours discriminants ou de haine s'il est partagé pour challenger ou sensibiliser. En d'autres termes, c'est à l'interprétation du modérateur. Et le modérateur a l'air au minimum extrêmement conservateur. Comment TikTok va rivaliser avec Amazon? 17,5 milliards de dollars, c'est la somme qu'espère récupérer TikTok grâce à son activité dans le e-commerce aux États-Unis cette année. Un montant astronomique sur un créneau où le réseau social chinois fait face à des rivaux tels qu'Amazon et d'autres sociétés chinoises, Shein ou Temu notamment. Ce chiffre a ainsi été discuté lors de discussions internes
D'après Bloomberg, il est encore susceptible d'évoluer. De son côté, le service nie en bloc et explique, je cite, les chiffres anticipés par Bloomberg sur les ventes de marchandises aux États-Unis sont inexacts. Quoi qu'il en soit, TikTok ne manque pas d'ambition pour son activité de vente en ligne déployée via la fonctionnalité TikTok Shop. Elle permet en effet de naviguer entre les flux de vidéos qui fait la force de la plateforme et d'acheter des articles. Au vu de ces milliards d'utilisateurs, le potentiel du service est en tout cas énorme grâce à une simplicité d'achat et avec la possibilité de découvrir avec aisance de nouveaux produits. TikTok a d'ailleurs accéléré dans ce secteur l'an dernier en récompensant les influenceurs qui vendent des produits sur le service et en offrant les frais de port. Certes, les frais imposés aux marchands vont passer à 6 % en avril puis à 8 % en juillet, mais ils resteront inférieurs à ceux mis en place par Amazon qui, eux, chargent 15 %. La plateforme va donc miser à fond sur les États-Unis et sur l'Amérique latine cette année, mais il s'agit bel et bien d'une offensive mondiale sur le commerce en ligne. TikTok, qui génère des revenus très conséquents avec la publicité, entend renforcer son modèle économique grâce au e-commerce. Rappelons par ailleurs que l'entreprise chinoise a pris le contrôle de Tokopedia, l'unité de commerce électronique du groupe GoTo pour 1,5 milliard de dollars. Pour rappel, en 2023, les utilisateurs avaient vu apparaître une nouvelle section baptisée Trendy Beat. Sur cette dernière, on peut retrouver des produits qui font le buzz sur le réseau social. Il s'agit souvent de produits sans importance, mais qui ont marqué les internautes dans certaines vidéos. Twitch, encore une vague de licenciements massive. Le leader du live stream n'est pas à l'abri de la mauvaise presse. La société Twitch, qui appartient à Amazon depuis quelques années, entreprend une série de renvois, de quoi bien commencer l'année pour ses employés. Au total, ce sont 500 personnes qui vont être congédiées, ce qui représente 35 % de son effectif actuel, qui avait déjà été réduit par le passé. Les licenciements commencent dès cette semaine et se poursuivent dans les jours qui viennent. La nouvelle vient de Bloomberg qui publie un rapport alarmant sur la situation. L'information a été confirmée par des sources proches du dossier. Pour le moment, aucun porte-parole n'a souhaité rebondir sur l'affaire. Ceci n'est pas sans rappeler les départs de l'entreprise en décembre dernier. En effet, plusieurs personnalités importantes au sein de l'entreprise avaient annoncé leur départ. Et il y a encore quelques semaines, Twitch déclarait, et je les cite, « C'est toujours doux amer lorsque des leaders talentueux partent à la recherche de nouvelles opportunités. Nous sommes incroyablement reconnaissants de leur contribution à Twitch et à notre communauté et nous leur souhaitons le meilleur. » Et moi, je rajoute bla, bla, bla. En substance, ces deux événements ne semblent pas être liés jusqu'à ce que l'entreprise officialise ses motivations. On ne peut que trouver des explications dans ses précédentes déclarations. On sait que la firme pensait fermer ses bureaux en Corée du Sud, les coûts d'exploitation de la zone étant devenus trop élevés. Pour le moment, on ne sait pas quelle région du monde sera la plus touchée. Depuis 2022, les vagues de licenciements n'en finissent plus dans le domaine de la tech, mais aussi du jeu vidéo. Twitch n'est pas la première entreprise touchée. Il ne sera sûrement pas la dernière. Le géant du live stream détient pourtant une part de marché non négligeable par rapport à ses concurrents. Ces récentes décisions concernant la diffusion de nudité perdent de plus en plus les utilisateurs, mais aux dernières nouvelles, Twitch n'est plus à plaindre que depuis l'apparition de Kick. Dans la maison mère également, les choses s'agitent. Depuis 2022, Amazon a licencié plus de 27 000 personnes dans presque tous les secteurs que la firme détient. Authy, qui tue son application de bureau pour la double authentification. Eh bien oui, une page se tourne pour Authy, c'est A-U-T-H-Y. À compter d'août 2024, son application de bureau dédiée à l'authentification à 2 facteurs cessera de fonctionner. C'est ce que l'on peut lire dans une page d'assistance de l'entreprise Authy repérée par G-Ax et reliée également sur Reddit. Sont concernées les déclinaisons du logiciel pour Windows, macOS et Linux. Et je les cite, nous avons pris la décision difficile de mettre fin aux applications de bureau Twilio
Authy afin de rationaliser nos activités et d'offrir plus de valeur aux solutions de produits existantes pour lesquelles nous constatons une demande croissante. Lit-on dans le message. Des recommandations sont fournies pour aider les personnes concernées à passer le cap. La double authentification ou authentification forte désigne une sécurité qui vient en plus du mot de passe lorsqu'on se connecte à un espace. Cela nécessite de renseigner un code dans un champ spécifique avant l'écoulement d'un décompte. Ce code peut être envoyé par SMS ou bien généré par une application dédiée et rattachée à l'espace en question. Alors, Authy est l'un de ces services qui proposait de gérer la double authentification des sites et d'afficher les codes. Il supporte par exemple Amazon, Discord, Reddit, Facebook, Nintendo, Epic Games, Proton, pour ne citer qu'une poignée de services de renom. Les codes sont à 6 chiffres et sont systématiquement renouvelés au bout d'un bref instant. Il est à noter que cette mesure touche seulement l'application de bureau. Le logiciel est toujours disponible sur iOS et sur Android. La page de téléchargement les liste bien. Curieusement, on retrouve aussi des liens pour télécharger les déclinaisons d'Authy sur PC. On peut néanmoins s'attendre à une mise à jour prochaine de la page pour retirer ces options. Pour ceux et celles qui prennent ce changement de plein fouet, il y a encore du temps. La transition la plus simple consiste à basculer sur l'application iOS et Android Authy, afin de conserver dans les grandes lignes la même expérience d'utilisation. L'autre possibilité est de migrer sur une autre application tierce qui gère la double authentification sur le système d'exploitation de bureau que vous utilisiez. Twilio liste 5 options, mais insiste bien sur le fait qu'elles ne sont pas développées par ses soins. Vous changerez de prestataire. Les plus connus ici sont 1Password et KeePassXC. Ce que j'utilise d'ailleurs. Surtout connu pour son service de gestionnaire de mots de passe, 1Password se substitue sans peine à Authy pour générer la double authentification. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, Android et OS. Mais 1Password, c'est pas gratuit. Pour KeePassXC, eh bien, on le retrouve aussi sur Windows, macOS et Linux. Et sur iOS, il y a plusieurs versions qui peuvent fonctionner. Il y a KeePassium qui fonctionne très bien. KeePassXC est une variante de KeePassX, lui-même un dérivé de KeePass, qui est un autre gestionnaire. Bref, vous pouvez garder vos codes de double authentification à l'intérieur de votre base de données de mots de passe. Très pratique. X entame sa transformation. Dans un billet de blog publié cette semaine, la plateforme indique que si 2023 était une année fondamentale pour X, 2024 sera transformationnel. Pour rappel, le but d'Elon Musk est de transformer X en super application, similaire à WeChat en Chine, ce qui cumulerait de nombreux usages. Et je cite, « X n'est pas simplement une autre application. Elle devient l'application tout en un, unissant de manière transparente les expériences dans une seule interface pour tout le monde. » Lit-on d'ailleurs dans le billet de la plateforme. C'est la raison pour laquelle X s'est par exemple doté d'une fonction d'appel audio et vidéo. Celui-ci intègre aussi un équivalent de ChatGPT appelé Grok. Et cette année, la plateforme devrait se doter d'une fonctionnalité de paiement. Celle-ci est dans les tuyaux depuis un moment et vient d'être annoncée officiellement par X. Plus précisément, X indique qu'il lancera une fonctionnalité de paiement peer-to-peer sur la plateforme afin de rendre celle-ci plus utile et pour permettre aux utilisateurs d'accomplir plus de choses sur la même application. Je ris parce que peer-to-peer, ça me fait penser à, je ne sais pas si un Pierre doit de l'argent à Pierre, donc c'est un paiement peer-to-peer. Oubliez ça. Malheureusement, l'ancien Twitter ne donne pas plus de détails. De ce fait, on ne sait pas dans quel pays la fonctionnalité sera disponible et on ne connaît pas la date de lancement. Sinon, X a fait d'autres annonces importantes pour cette année transformationnelle. Par exemple, celui-ci indique qu'il va encore plus miser sur l'IA afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la plateforme publicitaire. En ce qui concerne le contenu, X indique qu'il proposera une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de voir des différents. Selon les explications, cette fonctionnalité est destinée à encourager les utilisateurs à explorer des publications qui remettent en question leur perspective.
Il n'y en a pas assez de polémiques. Et à un moment où X peine toujours à convaincre les annonceurs, celui-ci compte également miser sur les créateurs et sur les partenariats pour avoir plus de contenu susceptible de doper ses revenus. Et je les cite, « Nous créerons plus de contenu original et attirerons plus de talents avec certaines des personnes les plus intéressantes et engagées sur X », peut-on aussi lire. Pour rappel, X a déjà un mécanisme en place qui permet aux créateurs éligibles de recevoir une part sur les revenus publicitaires. Mais comme l'a récemment révélé un YouTuber, les revenus versés par X ne permettent pas encore à celui-ci d'être aussi attractif que YouTube. Elon Musk fait plonger la valeur de X. Elon Musk, autrefois considéré comme un gestionnaire d'entreprise de génie, a vu son étoile pâlir depuis sa prise de contrôle de Twitter, qui est devenu X. L'analyse de Fidelity, qui couvre jusqu'à novembre 2023, estime que la valeur de X a chuté de 71,5% par rapport à son estimation lors de l'achat par Musk. La société ne vaut plus que 12,5 milliards de dollars désormais, contre les 44 milliards réglés par le milliardaire. Cette baisse inclut les pertes subies suite à l'exode des annonceurs qui s'est renforcé mi-novembre, avec une diminution notable de 10,7% rien que pour le mois de novembre. Cette dépréciation survient dans un contexte particulièrement tendu. Le comportement erratique d'Elon Musk a largement participé à la chute de la valeur estimée de l'entreprise. Ce dernier a confirmé qu'il adhérait effectivement à des théories du complot antisémite. L'organisation Media Matters for America a également publié un rapport ravageur révélant que des publicités de grandes marques étaient diffusées sur X en parallèle de contenu nazi. La réaction des entreprises comme Apple et Disney a été rapide. Elles ont suspendu leur publicité sur la plateforme. Il va se passer un bon moment avant qu'elles reviennent si elles le font un jour. Fin novembre, Musk n'arrangeait guère la situation en adressant un message très clair aux annonceurs boycottant X lors d'une interview au DealBook Summit du New York Times. Il les a tout simplement invités à aller se faire foutre. Cette attitude a influencé en mal la réévaluation de X par Fidelity. En décembre, Musk a continué sur cette lancée en taquinant Bob Iger, le CEO de Disney, pour avoir maintenu ses publicités sur d'autres plateformes sociales comme Instagram. Parallèlement, Fidelity a réduit la valeur de ses parts dans X tout au long de l'année précédente. En mai 2023, l'entreprise avait évalué X à environ 15 milliards de dollars. À moins que Musk n'opère des changements radicaux, cette tendance à la baisse semble peu susceptible de s'inverser prochainement. L'année 2024 s'annonce encore plus délicate que 2023 pour l'avenir du réseau social. Fidelity a en effet commencé à dévaluer les actions dans X dès le premier mois suivant le rachat par Elon Musk, bien que la valeur ait pu augmenter ou se stabiliser pendant quelques mois en 2023. En comparaison, les actions des sociétés concurrentes comme Meta et Snap ont respectivement augmenté de 4,9 et 38,2% en novembre. Voilà en tout cas ce qui ne va pas aider à redorer la réputation du dirigeant dont la gestion à la tête de X n'a convaincu personne, à part peut-être ses fans. Wi-Fi 7, la nouvelle norme sans fil est officielle et certifiée. La norme Wi-Fi 7, aussi appelée IEEE 802.11BE, Extremely High Throughput, EHT, est désormais officielle. Le groupe industriel Wi-Fi Alliance a annoncé aujourd'hui que la norme est finalisée et qu'il a commencé à certifier les appareils qui la supportent. Selon le communiqué de presse de la Wi-Fi Alliance, plus de 233 millions d'appareils sont certifiés Wi-Fi 7 d'ici la fin de 2024. Certains fabricants de routeurs Wi-Fi comme eHero, Netgear d'Amazon et autres ont déjà lancé des produits Wi-Fi 7 sans certification officielle il y a quelques mois. La principale nouveauté des appareils Wi-Fi 7 est ce qu'on appelle l'opération
connexion multilien ou MLO. Alors cela permet à ces appareils de transférer des données en utilisant 2 bandes sans fil liées ou plus. Cela est censé offrir un débit plus élevé, une latence plus faible et une fiabilité plus forte pour les connexions Wi-Fi 7 selon la Wi-Fi Alliance. D'autres caractéristiques comprennent la prise en charge des canaux de 320 MHz dans la bande 6 GHz, qui représente le double de la bande passante de 160 MHz la plus élevée disponible sur les anciens appareils Wi-Fi. Par ailleurs, les produits Wi-Fi 7 sont rétrocompatibles avec d'autres appareils qui utilisent les anciennes normes Wi-Fi. Vous n'obtiendrez pas les vitesses les plus rapides avec ces connexions, mais elles fonctionneront quand même. Vous pouvez vous attendre à avoir des appareils compatibles Wi-Fi 7 dans de nombreux nouveaux PC portables, ainsi que dans des téléphones intelligents, des tablettes et des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée au cours de la prochaine année. La Wi-Fi Alliance estime qu'il y aura 2,1 milliards d'appareils compatibles Wi-Fi 7 d'ici 2028. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein? Que dire de plus? Est-ce que je devrais dire? Non, je ne le dirai pas. Hein? On se retrouve la semaine prochaine. Je n'ai pas encore pensé à ma fin d'émission. Hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!